Dans Le Brief, l'actualité est présentée par de vrais connaisseurs. Chez Argenta, c'est votre expert en patrimoine qui vous connaît vraiment. Argenta, c'est aussi simple que ça. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 11 août et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le Brief de l'Écho. On est en retard sur nos stocks de gaz pour l'hiver et c'est encore plus vrai en Belgique que dans le reste de l'Europe. Pourquoi et qu'est-ce que ça implique pour l'hiver prochain ? On voit ça dans un instant. L'exonération de frais de réseau électrique, c'est fini pour les parcs de batteries. La CREG dit stop, il y a déjà trop de projets en développement. Et puis on fait une plongée dans l'actu tech ce matin, entre la tech spatiale belge qui élargit son horizon, la tech US qui signe un méga prêt pour développer l'IA et la justice américaine qui tape encore sur les doigts des réseaux sociaux. Ça fait de l'actu à décortiquer, alors on y va. Je suis Julie Wilquet, bienvenue dans le Brief. Le Brief. Cette info dès 7h. Les stocks européens de gaz naturel sont au plus bas pour un mois d'août. Ils s'établissent à peine 59% contre 72% de réserve déjà à la même période l'an dernier. C'est un niveau historiquement bas alors que l'Europe se fixe un objectif de remplissage de 80% d'ici le 1er novembre. Maxime Van de Weyer, tu as analysé ces chiffres pour l'Écho. Comment on explique que ces réserves en Europe se remplissent aussi lentement cette année ? Alors, il y a vraiment trois raisons qui se détachent. La première, c'est qu'on a beaucoup puisé dans ces réserves cet hiver et les mois derniers en raison des températures vraiment qui sont descendues très bas. Et cet été, parce qu'en raison de la canicule, on a dû recourir plus que d'habitude aux centrales à gaz pour produire de l'électricité. Donc, on partait de plus loin quelque part. Ensuite, les règles en matière de remplissage des réserves se sont assouplies en Europe. Et surtout, c'est dû aux conditions de prix actuelles. Les prix du gaz de cet été sont plus élevés que les années précédentes. Ça découle directement de la guerre au Moyen-Orient et de la raréfaction de l'offre et de la concurrence asiatique. Et ils sont même plus élevés que les prédictions des prix pour l'hiver, ce qui fait que pour les traders, c'est pas intéressant d'aujourd'hui stocker leur gaz pour après leur vendre en fait moins cher en hiver. Et donc c'est vraiment une logique économique qu'il y a derrière. Effectivement. Et en tout cas, ces chiffres proviennent de la plateforme qui regroupe les opérateurs européens d'infrastructures gazières. Ces chiffres, ils nous montrent aussi qu'en Belgique, on s'en sort moins bien que nos voisins. On a seulement 40% de nos stocks qui sont remplis actuellement, alors que l'an dernier, à la même période, on en était à plus de 90%. Alors, du coup, Maxime, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour cet hiver ? Alors ces chiffres, ils sont à relativiser parce que les réserves belges sont très petites en termes de capacité par rapport à de nombreuses autres nations européennes. Et donc ce sont pas ces réserves-là qui vont nous sécuriser notre approvisionnement cet hiver. Ce qui est plus inquiétant, c'est de voir que des pays comme l'Allemagne, la France, qui ont des réserves vraiment gigantesques, eux sont beaucoup plus en retard que les années précédentes. Ce qui explique qu'on est plus bas en Belgique que les années précédentes, c'est que les traders désormais commencent à privilégier les grandes réserves, maintenant qu'elles commencent vraiment à se remplir et que le rythme s'accélère. Et en Belgique, on constate le même phénomène qu'ailleurs, c'est-à-dire les traders qui sont à la recherche du bon moment pour injecter leur gaz et visiblement, il n'est pas encore tout à fait arrivé. Même si, et il faut le dire, le rythme s'est quand même accéléré ces 3 à 4 dernières semaines. Merci Maxime. La success story des parcs de batteries en Belgique semble doucement toucher à sa fin. Depuis 2018, construire un parc de batteries donnait droit à un énorme coup de pouce, une exemption sur les tarifs du réseau électrique, plusieurs millions d'euros d'économies chaque année. Et clairement, cette aide a porté ses fruits puisque la Belgique est devenue l'un des marchés les plus dynamiques d'Europe dans ce secteur. Mais voilà, la CREG, le régulateur de l'énergie, vient de tirer le frein. Il y a aujourd'hui 5 fois plus de projets en développement que ce dont le réseau a réellement besoin. L'exemption des tarifs de réseau disparaîtra donc d'ici 2028 pour tous les nouveaux projets. En revanche, pour ceux qui ont déjà un parc en route, une période de transition est prévue. L'exemption des tarifs restera valable si le parc est mis en service avant la fin de l'année prochaine ou bien si le contrat de raccordement avec Elia a été signé avant le 15 juillet de cette année. Et dans ce cas-là, l'avantage tiendra encore 10 ans après la mise en service du parc. On va prendre 2 minutes maintenant pour revenir sur cette annonce du ministre de la Défense, Theo Franken, qui débloque 200 millions d'euros pour construire un réseau de satellites de renseignement, un réseau belge,
pour la défense belge. Cette annonce remonte au mois de juin, mais elle soulève encore pas mal de questions sur la faisabilité du projet, notamment. Olivier Gosset, d'abord, bonjour. Bonjour Julie. C'est toi qui t'occupes des questions de défense à la rédaction. Ce matin, tu nous proposes donc un long format sur le sujet dans les pages de l'Écho. Ce projet, Gallo, s'est développé et lancé une dizaine de satellites d'observation et de le faire le plus possible avec des fournisseurs belges. Alors, qu'est-ce qui fait que la Belgique, la défense et nos entreprises peuvent se lancer dans un tel projet aujourd'hui ? Alors, pourquoi la petite Belgique, avec un budget militaire qui reste malgré tout relativement limité, va-t-elle se lancer dans le développement d'une constellation de satellites pour le renseignement militaire ? On peut expliquer ça par le fait que l'accès à l'espace maintenant est devenu beaucoup plus facile. Donc il y a des lancements qui se font à des prix nettement moins onéreux que par le passé. La deuxième chose, c'est le développement des constellations de satellites en orbite basse, avec des satellites nettement plus petits, mais avec une durée de vie plus restreinte. Mais tout ça, pour faire simple, coûte moins cher par rapport à ce qui existait avant. Et donc, techniquement, technologiquement, on a les moyens de le faire. Alors oui, la défense a estimé qu'elle avait le budget pour le faire, et du côté des entreprises, c'est ça qui est intéressant, c'est que on peut estimer qu'il y a plus ou moins 3 entreprises qui sont maintenant capables de mener à bien ce genre de projet en proposant une plateforme, sans doute avec d'autres sous-traitants. Alors, ces 3 entreprises sont Aerospace Lab, Spacebell et Redwire, qui est une filiale d'un groupe étranger. Et ils ne peuvent pas tout faire eux-mêmes, mais ils peuvent jouer le rôle d'intégrateur et proposer vraisemblablement une plateforme pour cette future constellation. Alors à noter aussi que pour l'instant, ils ne peuvent pas parler de ces projets parce qu'il y a des clauses de confidentialité qui ont été émises. Et les premiers satellites, eux, devraient être disponibles dès l'an prochain. Le réseau doit être entièrement opérationnel d'ici 2030. Merci Olivier. On peut retrouver l'intégralité de ton article sur le site et sur l'app, et ton édito aussi. La prochaine campagne de souscription pour les bons d'État commencera dans 2 semaines, mercredi 26 août. Les investisseurs pourront acheter des bons à 1 an et à 8 ans, comme en février et comme en mai. Comme toujours, ça se passe via votre banque ou directement auprès de l'agence de la dette. On connaîtra le montant des intérêts proposés, les coupons, dans 10 jours, le 21. Et les souscriptions resteront ouvertes jusqu'au 3 septembre dans les banques. Cette année, l'agence de la dette espère récupérer 1,4 milliard d'euros grâce aux bons pour refinancer la dette de la Belgique. On change de continent et on change d'échelle aussi, puisqu'on parle d'un prêt à 500 milliards de dollars. C'est le montant d'un prêt géant obtenu par Nvidia auprès des plus grands noms de Wall Street, 5 des plus importants fonds d'investissement et la banque Goldman Sachs. Avec cet argent, Nvidia veut financer l'IA, bien sûr, en développant de nouvelles puces, en construisant des nouveaux centres de données et en étendant des réseaux électriques. L'information a été confirmée cette nuit. En revanche, Jensen Huang, le patron d'Nvidia, n'a pas donné de détails, rien sur le timing, rien sur la structure de financement, et on ne sait pas non plus si cet argent va financer de nouveaux projets ou s'il va simplement permettre de concrétiser ce qui était déjà à l'agenda. Dans tous les cas, le prêt inquiète quand même certains investisseurs. Ils attendent toujours les retours sur investissement et ils craignent aussi que ce type d'accord gonfle artificiellement la demande et la valorisation boursière des entreprises liées à l'IA. On écrivait à une marque, à une entreprise, comme on écrit à un ami. Eh bien, c'est le nouveau pari de WhatsApp. Vous avez peut-être vu débarquer la notification dans votre application. Depuis la fin du mois de juin, les marques, en fait, peuvent créer un nom d'utilisateur et devenir directement accessibles à leurs clients sans passer par un numéro de téléphone. Maxime Samin, tu as rencontré Alexia Mas. C'est la cofondatrice de la start-up gantoise Get in Touch. Elle se positionne justement sur ce créneau. Donc, tu vas pouvoir nous expliquer qu'est-ce que ça change pour une entreprise d'être joignable via WhatsApp. En fait, ça permet surtout aux entreprises d'aller là où sont déjà les clients. C'est plutôt que de chercher un numéro ou d'aller sur un site ou remplir un formulaire. On retrouve en fait directement la marque sur WhatsApp et on lui pose sa question. Et c'est précisément le créneau de cette fameuse startup Get in Touch qui est de fournir aux entreprises toute l'infrastructure pour gérer derrière les conversations à grande échelle. Et dans ces échanges, l'intelligence artificielle va jouer un rôle de plus en plus important. En pratique, comment ça fonctionne ? Derrière la conversation WhatsApp qu'on peut retrouver dans son application, l'entreprise, elle installe des agents IA. On peut demander où en est sa commande, comment refaire sa carte d'identité si c'est une commune,
ou obtenir une information sur un festival par exemple. Et en fait, l'IA répond directement, mais on garde un humain dans la boucle, c'est-à-dire que si l'IA détecte un problème ou une potentielle frustration chez le client, elle lui passe la main en fait. Oui, mais alors par contre, petite question, moi j'ai déjà des mails de marques et d'entreprises dans ma boîte mail quasiment tous les jours. Là, je risque aussi de me retrouver avec des messages qui viennent de marques au milieu de mes conversations privées en plus, non ? Bah, c'est clairement le risque principal, parce que WhatsApp fonctionne et est plébiscité justement parce que c'est encore un espace assez personnel. Et donc, si on commence à y retrouver toutes les marques qui poussent leurs promotions ou qui vous sollicitent très régulièrement, ça peut vite devenir assez insupportable. Il y a certaines règles qui ont été imposées par Meta, certaines barrières qui permettent de bloquer, signaler des marques, qui empêchent les marques aussi de vous contacter trop souvent. Et la startup qu'on a rencontrée insistait sur un fait, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne la nouvelle newsletter en fait, qu'on reçoit systématiquement avec des infos qu'on n'a pas demandées. Il faut que ça reste personnel. Mais effectivement, il y a un risque qu'on soit prochainement un petit peu noyé sous les sollicitations de marques dans notre application WhatsApp. En tout cas, le potentiel commercial, lui, il est clairement là. 9 Belges sur 10 qui ont WhatsApp l'utilisent tous les jours. Ça, c'est une audience que n'importe quelle marque rêve d'atteindre. Merci beaucoup, Maxime. On reste du côté des réseaux sociaux avec cette mauvaise nouvelle qui est tombée cette nuit pour leur maison mère. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok et Google vont devoir affronter plusieurs milliers de procès aux États-Unis, tous pour des plaintes sur l'intention des réseaux sociaux de créer une addiction chez les jeunes utilisateurs. Un tribunal de San Francisco a rejeté l'appel placé par Meta et TikTok et donc 3000 procès vont pouvoir reprendre, y compris un grand procès lancé par les procureurs d'une trentaine d'États contre Meta. Ces procureurs accusent l'entreprise de Mark Zuckerberg d'avoir collecté de façon illégale les données d'enfants et d'avoir utilisé ces données pour modifier la structure de ces réseaux afin de garder les jeunes connectés le plus longtemps possible. À l'heure d'enregistrer cet épisode, ni TikTok ni Meta n'ont commenté la décision. En revanche, pour Meta, ça tombe plutôt mal en termes de calendrier. Il y a quelques jours, un autre juge dans un autre procès a déjà condamné la firme à verser près de 600 millions de dollars à un fonds de protection de la santé mentale des jeunes. C'est la fin de ce brief. Merci à vous qui nous écoutez, celles et ceux qui travaillent en ce moment et celles et ceux qui restent connectés même pendant les vacances. Merci à Enzo Couduti aussi qui était à la préparation. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain. C'était l'essentiel de l'info en 7 points avec le brief. Chez Argenta, l'essentiel tient en 2 points. Voici le bref. Premier point. Nous rendons le personal banking vraiment personnalisé, grâce à des conseils financiers à taille humaine, également pour les grands patrimoines. Deuxième point. Des investissements exclusifs et un banquier qui vous connaît. Voici comment nous faisons la différence chez Argenta, avec des conseils qui vous correspondent vraiment. C'était le bref d'Argenta. C'est aussi simple que ça.